Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Nadine Villot, mairesse de Belleuil, sur l'actualité municipale et la qualité de l'eau dans la rivière Richelieu. Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste et préfète de la MRC, sur le dernier conseil et l'actualité dans la vallée du Richelieu. Jean-Luc Tremblay, sergent de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, sur le nouveau projet regroupant policiers et intervenants sociaux. Géraldine Duvernay, agente de partenariat, engagement et communication chez Parc Canada, profite de la rentrée scolaire pour vous inviter à bénéficier des visites du Fort de Chambly. Finalement, notre journaliste Marie-Ève Brisebois rencontre Gwenaëlle Barbero, Médiation Rive-Sud, pour discuter des méthodes alternatives au processus judiciaire. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode du Régional. Bonne émission! Comme à l'habitude, TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On commence par le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, qui a confirmé qu'il ne sollicitera pas de nouveaux mandats en vue des prochaines élections municipales. Âgé de 82 ans, il a annoncé sa décision lors de la séance du conseil municipal du 18 août dernier. Il met ainsi fin à un long parcours politique amorcé sur la scène locale au début des années 2000, puis poursuivi à la Chambre des communes sous la bannière du Bloc québécois. Élu maire en 2017 puis réélu en 2021, Yves Lessard a marqué son passage à la tête de la ville par plusieurs projets structurants, dont l'augmentation du compte de taxes pour rattraper des retards financiers, le développement résidentiel et l'aménagement d'espaces pour contrer les îlots de chaleur. Le dossier de Nordvolt aura aussi occupé une place centrale de son mandat. Malgré la faillite de la maison mère, M. Lessard estime que les investissements réalisés continueront de profiter à la région. Ancien syndicaliste puis député fédéral de 2004 à 2011, Yves Lessard a dit quitter la mairie la tête haute, fier de ses réalisations. Il n'exclut toutefois pas un retour en politique, mais son projet immédiat est bien différent, soit reprendre le chemin des bancs d'école pour étudier les sciences de l'univers, comme quoi il ne faut jamais cesser d'apprendre. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent renforce sa présence aux abords des écoles à l'occasion de la rentrée scolaire. Du 28 août au 2 septembre, des policiers et policières seront déployés autour d'une soixantaine d'établissements du territoire afin d'assurer la sécurité de milliers d'élèves qui reprennent le chemin de l'école. Leur objectif est sécuriser les déplacements et rappeler aux automobilistes les règles essentielles du Code de la sécurité routière. Parmi elles, ralentir en zone scolaire, respecter les brigadiers, s'immobiliser lorsque les feux d'un autobus scolaire clignotent et éviter toute distraction au volant, notamment l'usage du téléphone cellulaire. Rappelons que les excès de vitesse en zone scolaire entraînent automatiquement le doublement des amendes. Les parents sont aussi invités à jouer leur rôle en rappelant à leur enfant les bons comportements, comme descendre rapidement du véhicule dans les débarcadères, éviter de courir et rester attentif à la circulation. Rappel aussi aux jeunes qui utilisent l'autobus scolaire, ils doivent attendre que le véhicule soit complètement arrêté avant de monter ou descendre. Traverser toujours devant l'autobus et demeurer vigilant, sans téléphone ni écouteurs. À Otterburn Park, la ville est sur le point de concrétiser l'acquisition des boisés des bosquets Albert Hudon. La mairesse Mélanie Villeneuve a confirmé le 18 août dernier qu'il ne restait plus qu'à signer l'entente avec la Fondation Papillon, propriétaire des lieux. L'achat, évalué à 6,5 millions de dollars, devrait être financé en grande partie grâce à une subvention du programme de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal. La ville prévoit pour sa part investir 2,16 millions de dollars à même ses excédents budgétaires, sans impact sur le compte de taxes des résidents. Le projet permettra de protéger à perpétuité un espace vert exceptionnel de 38 hectares, dont une partie borde la rivière Richelieu. La Ville entend aussi mettre en place une servitude de conservation pour garantir la préservation des boisés et faciliter l'accès à d'autres subventions. En parallèle, un investissement supplémentaire de 675 000 est prévu
pour le réaménagement des sentiers, tel que présenté dans le plan triennal d'investissement 2026-2028. Des coûts additionnels sont aussi anticipés pour sécuriser et entretenir le site, mais les aides financières devraient couvrir une partie des dépenses. L'objectif, permettre un accès public tout en valorisant ce milieu naturel. Les marcheurs attendent cette acquisition avec impatience. Depuis mai 2024, les sentiers des Bosquets sont fermés au public par la Fondation Papillon à la suite d'actes de vandalisme. Une situation qui a mis fin à un accès libre toléré depuis plusieurs années. La conclusion de cette entente marquerait donc un tournant majeur pour Otterburn Park en rendant à nouveau accessibles ces boisés emblématiques et en assurant leur protection à long terme. On reste du côté d'Otterburn Park qui a adopté le 18 août son programme triennal d'immobilisation, évalué à près de 28,5 millions de dollars d'ici 2028. Le plan regroupe les principaux investissements prévus sur 3 ans, allant des infrastructures au parc en passant par les bâtiments municipaux. Parmi les projets phares, près d'un demi-million sera consacré à la rénovation de l'hôtel de ville et des bureaux administratifs, avec notamment l'ajout d'une toilette adaptée. Une somme de 262 000 $ est aussi prévue pour réaménager une partie de l'ancien bâtiment Notre-Dame que la Ville doit récupérer du centre de services scolaires. La Pointe-Valène fait l'objet d'un investissement de plus de 536 000 $ sans que les détails précis ne soient encore disponibles. La Ville réserve également 451 000 $ pour l'aménagement du stationnement sur le site. Du côté des équipements, on note 1,15 million pour un nouveau feu rectangulaire, 1,8 million pour le remplacement de véhicules lourds, plus de 500 000 $ pour de nouvelles enseignes d'entrée de ville et une scène mobile de 157 000 $. Même le système sonore de la piscine publique sera amélioré afin de mieux concilier l'animation et la quiétude du voisinage. Mais c'est la réfection des rues qui accapare le plus gros budget, soit 10,4 millions de $, dont les détails restent à préciser. Le prolongement des trottoirs du chemin des Patriotes vers la nouvelle école comptera pour près de 790 000 $, tandis que le plan directeur des parcs et espaces verts absorbera à lui seul 6,6 millions. Le financement viendra en partie de subventions et des surplus municipaux, mais aussi par emprunt totalisant environ 11,4 millions. Notons enfin que l'opposition s'est fait entendre. La conseillère Clarisse Vien, candidate à la mairie, a dénoncé un plan qu'elle juge irréaliste et trop lourd financièrement pour une population de 9 500 habitants. À Chambly, le député Jean-François Roberge annonce un investissement de 1,68 million de $ destiné à électrifier le transport scolaire. Cette somme permettra à l'entreprise Les Autobus Robert de Saint-Basile-le-Grand d'acquérir 7 nouveaux autobus scolaires électriques. Le financement provient du programme d'électrification du transport scolaire inscrit dans le Plan pour une économie verte 2030. L'objectif est d'accompagner les transporteurs scolaires dans la transition énergétique en remplaçant les véhicules au carburant en fin de vie par des modèles propulsés à l'électricité. Selon le gouvernement, cette mesure contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l'air, particulièrement celle respirée par les enfants. À terme, l'électrification du transport scolaire du Québec permettrait d'éviter l'équivalent de plus de 125 000 tonnes de GES chaque année. Depuis avril 2021, près de 1 650 autobus scolaires électriques circulent déjà sur le réseau routier, faisant du Québec la province la plus avancée au pays dans ce domaine. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. On reçoit maintenant la mairesse de Belleuil, vous la connaissez, Nadine Viau, bonjour. Bonjour. On va revenir, bon été, l'été qui se termine. J'espère que ça s'est bien passé de votre côté. Formidable, il a tellement fait beau. C'est vrai, hein, ça a commencé un peu la pluie, mais ça s'est bien terminé. C'est rare qu'on termine l'été puis qu'on se dit, est-ce qu'il pourrait pleuvoir un peu? Ouais. Mais vous étiez à l'intérieur lundi dernier, c'était le 25 août, pour la séance du Conseil de ville et vous en avez profité pour rendre un hommage à M. Gilles Garand. Gilles Garand, quel homme extraordinaire, 55 ans d'engagement dans le monde, la musique traditionnelle, folk, musique du monde aussi. Gilles Garand, il y en a plusieurs probablement qui ne le connaissent pas, mais il est engagé dans toutes sortes d'associations, d'organismes depuis 55 ans,
justement pour faire vivre ce patrimoine vivant qui est la musique traditionnelle à travers toutes sortes de lunettes, d'options. Puis il a été reconnu au niveau canadien comme chevalier de l'ombre, je pense. Pas chevalier, mais bref. Personnalité de l'ombre, oui, c'est ça, de par ses 55 ans d'engagement dans la culture musicale, traditionnelle et folk au Canada. Donc, on a voulu lui rendre hommage et puis on était chanceux. Oui, puis il s'est présenté, puis c'était un moment cocasse lorsqu'il a signé le livre d'or, il a sorti son harmonica. On a un extrait, là, on va aller voir l'extrait. Ça vaut la peine. Donc, à la suite de sa signature, là, il a pu expliquer le cheminement qu'il avait eu. C'était assez inspirant. Ah, absolument. Puis ça fait tellement du bien de prendre le temps de reconnaître l'engagement de citoyens exceptionnels comme lui. Donc, on est très fiers. Moi, comme mairesse, je suis encore plus fière d'avoir l'honneur, le privilège de vivre ce moment-là avec M. Garand. J'en ai profité aussi pour rester dans le volet culturel, parler de l'agrandissement de la bibliothèque qui continue, il va de bon train. Bien, en fait, c'est un cheminement. Hein? On en parle depuis 2022, depuis qu'on a eu l'annonce des subventions. Donc, on chemine. Puis là, officiellement, depuis le 18 août, les travaux ont commencé. Donc, on va être dans le branle-bas de combat puis dans les travaux jusqu'en 2027. Là. Donc, c'est parti, mon kiki, comme on dit. Et puis, bien, on a bien hâte de pouvoir célébrer avec les citoyens l'ouverture de ce beau chantier-là. Allez-vous assurer un suivi là, de l'échéancier là, pour être certain que ça respecte les... Parce que les gens ont hâte de voir ça. Là, c'est surtout aussi qu'à travers la démarche puis les procédures qu'on a eues, le montant du projet final a toujours augmenté. Là. Donc, on s'assure, on a une personne dédiée à l'interne, à la Ville de Belleuil, un ingénieur qui est dédié comme chargé de projet, qui va suivre toutes les étapes des travaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement de coûts, qu'on a des travaux de qualité à la hauteur de ce que les citoyens attendent d'un beau projet comme celui-là. C'est un souci de transparence aussi d'avoir une personne comme ça qui va pouvoir rendre des Absolument, absolument. Et donc, on a 18 mois de travaux qui s'en viennent. Pendant ces 18 mois-là aussi, on compte bien faire le suivi avec la population, d'où on en est. Sur un autre sujet aussi, vous avez reçu des questions lors de la séance au sujet. On a vu là, dans les journaux, comme Le Devoir, là, il y avait eu des études sur des potentiels contaminants qui avaient coulé du terrain où Nordvolt était prévu dans la rivière. Puis là, vous avez tenu à rassurer la population sur les tests qui avaient été faits pour la qualité d'eau de la piscine. Oui, bien, il faut se rappeler en fait que le site du projet Nordvolt est à 5 km de la piscine en eau vive. Donc déjà, en partant, on avait déjà évalué avec le niveau de la santé publique le niveau de risque là, de tout ça. Puis, bien, il faut se rappeler aussi que les autorités qui sont compétentes pour valider, s'assurer que ce qu'on retrouve dans l'eau n'est pas dangereux pour la population, parce que oui, il y a le projet de la piscine en eau vive à Belleuil, mais il faut se rappeler qu'on a un club de canotage à Otterburn Park, qu'on a des bateaux qui prennent possession de la rivière pendant tout l'été, qu'il y a des gens qui sautent à l'eau. Donc, il faut s'assurer que le ministère de l'Environnement puis que la santé publique nous donne les données importantes pour le faire, puis c'est le cas. Donc, on est toujours en contact avec la santé publique. On s'assure qu'on a l'autorisation là, de la baignade de façon générale et on est même allé plus loin. Donc, la Ville de Belleuil a décidé d'entamer un travail avec une chaire de recherche pour être capable d'avoir un protocole encore plus sécuritaire que ce qu'on a là. La santé publique nous a confirmé que le protocole qu'on avait était au-delà des attentes au niveau de la santé publique. Maintenant, ce qu'on veut, c'est dire, bon, OK, c'est un premier projet de piscine dans une rivière. Il va y avoir d'autres projets. Les voisins ont le goût d'embarquer puis de donner accès à la rivière, à la population. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre un protocole encore plus important en place pour s'assurer, hors de tout doute, que l'impact d'un projet comme Nordvolt, mais aussi l'impact d'un projet qui pourrait avoir à Saint-Jean-sur-Richelieu, qu'on puisse s'assurer d'avoir, hors de tout doute, là, mis les mesures en place là, pour que les citoyens, mais l'ensemble de la population, il n'y ait pas de danger de ça. Puis ça, on s'en assure à tous les jours. Parce que la Ville de Belleuil est un peu pionnière là-dedans. Première piscine exact. En eau vive, mais c'est un peu ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas tributaire non plus de toute la qualité de la rivière au complet. Il y a plusieurs municipalités.
Puis à un certain point, c'est la responsabilité des autorités, des paliers de gouvernement de faire ces tests-là. Même les cours d'eau aussi, c'est une juridiction aussi fédérale à un certain point. Là, c'est le gouvernement du Québec qui s'en occupe, mais j'imagine que c'est un casse-tête d'essayer d'organiser qui a la compétence puis qui doit faire les tests. Mais c'est sûr que si on a un projet formel dans le Richelieu, comme municipalité, on a l'obligation de s'assurer de la sécurité de nos citoyens puis des utilisateurs. Donc ça, c'est clair en partant, on a une responsabilité. Par contre, effectivement, j'ai sensibilisé les membres du conseil de la MRC au niveau régional à déposer une résolution au dernier conseil de la MRC pour justement demander au ministère de l'Environnement d'être plus transparent dans les données par rapport à la qualité de l'eau. Parce que c'est ce qui fait peur à la population, puis c'est ce qui questionne, en fait, les citoyens, c'est de dire, oui, mais comment ça se fait qu'on n'a pas accès à ces données-là? Donc, il faut remettre la responsabilité aux personnes qui les portent, en l'occurrence, le ministère de l'Environnement. Et puis, dans ce cas-là, bien, on a déposé cet été à la MRC une demande au ministère de l'Environnement pour rendre publiques ces données-là. Donc, j'espère que cette pression-là va pouvoir faire cheminer le ministère, puis qu'on va pouvoir rassurer l'ensemble de la population du Québec, en fait. Exact. Ouais. Aussi, vous avez une nouveauté à la Ville de Belleuil, paiement en ligne des permis. Ça, on l'attendait depuis longtemps. En fait, on se creuse toujours la tête comme municipalité, comme ville, à se dire comment on peut faciliter la vie des citoyens à faire les demandes de permis. Donc, on avait déjà un créneau sur les demandes de permis en ligne. Par contre, il fallait venir sur place pour payer, venir chercher son permis puis payer les permis. Donc là, on a travaillé sur un projet. Enfin, on peut payer nos permis en ligne. Donc, ça semble simple des fois pour certains, mais c'était assez complexe là, dans le contexte de la ville. On l'a mis en place et puis maintenant, alléluia, on peut enfin payer, faire la demande et payer son permis en ligne, puis même voir le cheminement, le processus de notre demande. Donc ça aussi, c'est important. Ça, c'est intéressant à suivre. Pour terminer rapidement, retour sur le Festival Caput, comment ça s'est passé? Ah, vraiment bien. Parce que là, on a parlé des travaux au Centre culturel. D'habitude, les 12 dernières années, c'était sur ce terrain-là. Donc, on a déménagé Caput cette année sur le terrain du Centre des loisirs. Ça a été extraordinaire. 3000 personnes sont venues visiter, les artisans, donc c'est toujours un beau moment. On a eu les organismes aussi sur place, magnifique fin de semaine, donc on est bien heureux. Puis je remercie tous les employés qui ont travaillé. À chaque année, c'est extraordinaire de voir le professionnalisme d'un événement comme celui-là. Les gens sont heureux, contents, puis nous le disent à chaque fois à quel point ils sont choyés d'être présents sur place. Merci à tout le monde qui se sont présentés, aux gens qui ont travaillé. Madame Viau, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne rentrée. Oui. Puis j'espère qu'on va se revoir à bientôt. À tout le monde, bonne rentrée. Marilyn Nadeau est mairesse de la ville de Saint-Jean-Baptiste et aussi préfet de la MRC de la vallée du Richelieu. Bonjour, Mme Nadeau. Bonjour. Il y a eu une dernière séance du Conseil le 19 août dernier et vous avez justement les nouvelles de cette séance-là en commençant par la marche à suivre pour le ramassage du gazon. Pourquoi c'est important d'en parler? Tellement. C'est un rappel important que je veux faire à notre belle région de la vallée du Richelieu. En fait, les gens, souvent, ils pensent de mettre leurs résidus de jardin ainsi que leur gazon dans le bac brun, mais ce n'est pas à faire, ce n'est pas recommandé, parce que ce n'est pas du compostage qu'on fait dans le bac brun, en fait. Cette matière-là est préférable d'être laissée à même le sol pour faire de l'herbicyclage. Parce que si vous l'envoyez dans le bac brun, ça ne fait pas de la biométhanisation, ça ne fait pas de gaz. Donc, c'est important que les gens comprennent, même les branches, ça ne va pas dans le bac brun. Vous êtes mieux de le faire, dans le fond, de laisser où vous tondez le gazon ou les résidus de jardin. Puis les branches, bien, à l'éco-centre, évidemment. Donc, c'est très important de se rappeler de ce conseil. Parce que ça cause des dépenses là, pour les... À la CEMEC, en fait. Parce qu'on ne peut pas traiter cette matière-là à la CEMEC. Donc, les branches, ça reste pris dans les machines, évidemment. Ensuite, le gazon, pour le peu de biogaz, en fait, que ça fait, ça ne marche pas. Donc, ça vient bloquer nos machines. Donc, se rappeler qu'on paye tous cette facture-là, en fait, qu'est-ce qu'on envoie à traiter à la CEMEC, en fait, doit faire de la biométhanisation. Donc, c'est vraiment les résidus alimentaires qu'il faut mettre dans ce bac.
À la maison, on prend ça en note. S'il vous plaît. OK, vous avez aussi parlé des éoliennes, du règlement de contrôle intermédiaire, 3 mois pour l'adapter. Exactement. Les gens se demandent comment ça, tout à coup, on fait un RCI, qu'on dit un règlement de contrôle intérimaire. En fait, on veut travailler à encadrer l'arrivée des éoliennes qui peut arriver sur notre territoire. On ne peut pas interdire complètement un usage sur le territoire. Donc, on veut bien l'encadrer afin que ça soit bien reçu par, évidemment, la population. On veut que ça soit respectueux. On veut peut-être revoir aussi au paysage dans la vallée du Richelieu à quel endroit que c'est préférable. C'est sûr qu'il y a tout le temps l'histoire des vents et tout ça qu'il faut voir, mais avant que ça atterrisse, on est mieux de travailler ensemble, en consultation, évidemment publique. D'ailleurs, il va y avoir une consultation publique à la MRC qui n'est pas obligatoire, mais qu'on désire informer les gens et de travailler avec eux, qu'est-ce qui serait acceptable pour eux. Parce que personne n'est contre l'environnement. On veut avoir de l'énergie renouvelable, mais quand on met une tour là, de 100 pieds dans l'arrière de chez nous, on peut avoir des réticences plus grandes. Des réticences, mais surtout, des fois, la personne telle qui la reçoit est contente, peut avoir des redevances. Mais les voisins, ou même l'autre bord de la rive, si ça arrive, tu sais, l'autre bord de la rive, tu vois, ah, OK, et ça défait un peu le paysage. Ouais. Donc, essayez de voir intelligemment comment on veut ça sur notre territoire. Vous avez parlé de l'éco-centre là, sur un autre, plus tôt dans l'entrevue. Vous avez aussi changé là, les produits qu'on peut aller porter là en incluant les appareils commerciaux. Et voilà, ça aussi, c'est super important de le publiciser. En fait, c'est qu'on va recevoir, en fait, les gros frigidaires, comme on dit. En fait, c'est on fait appel à la Société de récupération des appareils commerciaux. Donc, c'est avec Recycle Québec qui va venir chercher vos appareils à l'éco-centre. Donc, on devient un point officiel pour recevoir les gros appareils de réfrigération, de congélation, commerciaux et institutionnels qui sont à fin de vie. Donc, c'est super important. Donc, si on a des entreprises, puis on a par exemple un gros congélateur défectueux, on peut aller le porter à cet endroit-là. Et voilà. Donc, il va être bien recyclé à la suite. Encore une fois, parlant de recyclage, on inclut Saint-Basile dans le prochain contrat. Oui, on est tellement contents d'accueillir Saint-Basile-le-Grand qui ne faisait pas partie du recyclage. Dans le fond, il n'avait pas déclaré compétence à la MRC. Et là, maintenant, à partir du 1er janvier 2026, ils sont avec nous. Donc, on va encore plus pouvoir être conséquents et cohérents dans la région. On est bien contents de les accueillir avec nous. Parlant de cohérence, là, vous m'envoyez des liens un après l'autre. Vous avez le schéma d'aménagement. Okay? Vous travaillez là-dessus depuis 2018. Pouvez-vous expliquer aux gens à la maison, parce que là, il y a du zonage, qu'est-ce qui est agricole, qu'est-ce qui est résidentiel, c'est quoi le schéma d'aménagement? En fait, le schéma d'aménagement du territoire est vraiment le canevas des municipalités auxquelles on va se référer. Et donc, comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt lors de notre entrevue, c'est comme la matrice générale auquel on se réfère. Donc, quand vous parlez de 2018, c'est là qu'on a commencé à travailler une demande à portée collective. Cette demande-là à portée collective, c'est de voir à des îlots déstructurés dans le zonage agricole dans chacune de nos municipalités. Donc, est-ce qu'il y aurait lieu de mettre des maisons résidentielles à certains endroits qui ne pourraient pas recevoir une production agricole ou que la machinerie agricole ne pourrait pas passer entre ces terrains-là. Donc, il y a eu un gros travail depuis 2018 et sincèrement avec l'UPA, avec les gens du ministère évidemment et la MRC et les élus, on a travaillé très fort à ne pas voir ça comme un développement là, dans nos municipalités, mais bien être cohérent et constant dans la démarche. Donc, on a eu un guide de notre gouvernement qui s'est avéré, je pense, en 2020, après qu'on ait fait le processus. Il a fallu remettre ça à jour et il y a 80 îlots déstructurés qu'on va accepter dans la région. Donc, le travail est fait, ça a été déposé le 19 août. OK. Donc, à partir de ça, les municipalités pourront adopter des règlements pour changer
le zonage dans leur propre municipalité, c'est ça? Pour seulement ces îlots déstructurés-là. Donc, ça sera des opportunités pour les gens de pouvoir se procurer des terrains ou Puis souvent, quand l'aqueduc passe, là, déjà, bien, c'est intéressant pour ceux qui veulent se procurer un terrain à ces endroits-là. Vous avez fait l'achat d'un boisé de 2 hectares au Mont-Rougemont. Pourquoi c'est intéressant? En fait, on espère d'acheter. Vous ne l'avez pas encore acheté, c'est pas encore. OK, on va annuler l'offre d'achat pour l'instant. En fait, c'est une aide financière qu'on demande à la CMM de contribuer avec nous, en fait, pour faire l'achat d'un 2 hectares sur le Mont-Rougemont. Nous avons déjà une partie à la MRC qui nous appartient. Nous avons aussi avec Parc Canada, à qui on partage justement les frais là, pour conserver cet endroit-là. Donc, on veut le grosser. Évidemment, c'est la portion Saint-Jean-Baptiste. Là, le Mont-Rougemont fait partie d'une des belles collines montérégiennes. Donc, c'est un lot qui est estimé à peu près à 25 000. Donc, on espère d'être acquéreur. OK. Puis la vision là, de tout ça, d'avoir les deux terrains ensemble, ça serait quoi? En fait, on veut, oui, le mettre à conservation à perpétuité, là, mais on aimerait aussi donner accès pour qu'on puisse aller voir ce beau coin-là aussi. OK. Un équivalent un peu du le parc dans le Mont-Saint-Hilaire. Toujours avec une belle cohérence, oui. OK, pour terminer rapidement, vous avez parlé aussi de l'adoption d'une carte de gestion de la rivière Richelieu, là, demander plus de transparence pour les programmes d'échantillonnage de l'eau. Oui, mais en fait, on a vraiment adopté un cadre de gestion pour commencer, en fait, avec le projet Rivière-Richelieu Patrimoine naturel. Donc, il était naturel qu'on demande aussi au ministère d'avoir vraiment, que ce soit plus rigoureux, de voir la qualité de l'eau de toutes les municipalités. Des cours d'eau, oui, merci, des cours d'eau que nous avons sur le territoire, dont notre Richelieu. Donc, on va avoir plus d'analyses, plus de stations d'analyse, des résultats accessibles aux élus, évidemment, mais surtout à la population. Donc, on veut une transparence limpide. Ouais. Bien, c'est ce qu'on parlait un peu. On reçoit aussi à l'émission Mme Villot, puis elle dit qu'il y a plusieurs paliers. Là. Il y a les municipalités, il va y avoir la MRC aussi, le gouvernement du Québec, pour se partager la tâche de s'assurer là, que le Richelieu il est propre puis que la qualité de l'eau soit nécessaire ou suffisante pour la baignade. Exactement. Madame Nadeau, c'est un grand plaisir de vous recevoir encore une fois. Je vous souhaite une belle rentrée. Vous de même. Merci bien. Tout le monde court dans cette période-ci. Oui, c'est certain. Puis on va se retrouver là, très bientôt pour discuter des prochains sujets que vous allez avoir. Au plaisir. M. Jean-Luc Tremblay est sergent à la division socio-communautaire à la Régie de police intermunicipale de la Richelieu-Saint-Laurent. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour. Merci d'être avec nous. On aime ça recevoir des gens qui font partie de la police. Les gens ont beaucoup de questions à poser. Moi, j'en ai une en commençant. C'est l'été qui se termine, on est au mois d'août en ce moment. Y a-t-il plus d'activités de votre côté durant l'été ou comment ça fonctionne, l'achalandage? L'achalandage, les appels sont différents. Plus d'activités, pas nécessairement. Les gens sont en vacances, puis des fois sont à l'extérieur de la région. Ce qui fait que, grosso modo, on peut avoir des sites là, comme nos campings, des fois, qui nous appellent à nous déplacer alors qu'ils ne sont pas en activité à d'autres périodes de l'année. Mais sinon, c'est relativement constant sur notre territoire. Là, les événements ne sont pas plus spectaculaires en été que... Vous pourriez penser qu'il y a plus de fêtes, il y a plus d'alcool, des parties, ou c'est toujours égal? Bien, en fait, il y a plus de fêtes, mais c'est relativement stable au niveau là, des appels. Là, on n'a pas tant de différence là, au niveau des problématiques. Là, et puis, il y a des petites distinctions, là, mais sinon, rien de majeur. OK. Vous êtes ici pour nous parler d'un nouveau projet que vous avez à la Régie. C'est l'équipe de soutien en intervention psychosociale. Pouvez-vous nous expliquer là, pourquoi c'est important, ce projet-là? Bien, l'équipe de soutien à l'intervention psychosociale, on est dans une deuxième phase. Si on veut, ce qui est nouveau, c'est la deuxième phase. On a une première phase qui est en place depuis maintenant 4 ans et demi, où on a une travailleuse sociale du 6 Montérégie-Est qui est avec nous à nos bureaux à temps plein, et puis qui va faire des suivis aux appels policiers là,
dans un court moment pour offrir un service de deuxième ligne aux proches ou aux personnes. Donc, par exemple, quel genre par de exemple, situation? ça peut être une personne, exemple, qui est aidant naturel, qui a dans le fond, avec un conjointe, là, qui peut être, exemple, en diagnostic de démence. Et puis qu'il arrive un événement ponctuel où ce que c'est qu'il y a une perte de contrôle, puis la personne craint pour sa sécurité à cause de la condition de santé. Les policiers sont appelés en urgence à se présenter là, constatent rapidement que c'est dû à une condition de santé, non pas une infraction criminelle. Et puis, une fois que la crise est calmée, ils vont référer ça à notre section, le travailleur social va se déplacer, puis faire le suivi avec les proches, la personne visée par l'intervention, puis s'assurer que tout est en place ou offrir des services là, pour ces gens-là. Là, ce qu'on a de nouveau, c'est une équipe d'intervention jumelée entre un travailleur social et une policière, et qu'eux vont répondre, accompagner les policiers en première ligne sur les appels de crise et donc poser des gestes immédiats une fois que c'est sécuritaire pour pouvoir offrir aussi une évaluation à la personne qui est en crise et au besoin faire du référencement à ces gens-là, que ce soit la personne visée par la crise ou les proches. OK. Donc, si je comprends bien, la personne appelle le 911, les policiers réguliers se présentent, ils voient la situation où il y aurait eu besoin plus d'une personne ressource que d'une intervention policière. Là, cette équipe-là est appelée à aller les remplacer, c'est ça? En fait, c'est très dynamique. L'équipe de soutien, elle est sur les mêmes ondes radio, les mêmes systèmes d'appel, donc elle entend l'appel aussi. Fait elle va se mettre en déplacement pour aller rejoindre, aussitôt que l'appel rentre, l'équipe qui est désignée de patrouilleurs pour rendre l'appel. La distinction, c'est que moi, j'ai une équipe pour tout mon territoire, alors que d'intervenants en psychosocial, alors que les patrouilleurs sont déployés un peu partout sur le territoire. Fait que le patrouilleur va arriver rapidement sur l'appel, s'assurer de calmer la crise, mettre le tout en sécurité, les gens en sécurité. Et puis, l'équipe se déplace. Déjà, l'intervenant, le travailleur social va commencer le travail dans l'auto, parce que c'est la policière qui conduit. L'intervenant va faire le travail dans l'auto, va déjà voir avec les policiers sur place. Puis quand il va arriver, lui, avec la policière, ils vont continuer l'intervention, puisqu'ils sont déjà un petit peu impliqués depuis le début. Fait que, puis oui, l'objectif de ça, c'est de faire en sorte que quand c'est sécuritaire, puis que la personne en crise, là, la crise est maîtrisée, puis que l'évaluation du risque faite par le travailleur social permet de libérer les policiers, mais ça va être fait le plus rapidement possible afin que ces policiers-là puissent être disponibles pour d'autres appels. Et puis l'équipe psychosociale, elle, va continuer l'intervention puis offrir ce qu'il y a à offrir. Est-ce que cette nouvelle offre-là de service reflète un peu la réalité des policiers qui changent, qu'il y a beaucoup plus d'appels qui concernent des crises plus reliées à la santé mentale? Mais c'est clair qu'il fallait trouver des solutions. Puis ce projet-là, je me dois de le souligner, c'est un projet pilote qui nous a permis de le mettre en place suite à une subvention qu'on a obtenue du ministère de la Sécurité publique pour 3 ans. Fait que c'est un projet qui est sur 3 ans présentement. On a une subvention de 140 000 $ du ministère de la Sécurité publique, puis c'est en lien direct avec le besoin qu'on a constaté de répondre à ce type d'appel-là. Dans le fond, aujourd'hui, en 2025, les policiers, on ne travaille plus en silo. Il faut travailler avec nos partenaires. Il faut que les solutions soient transversales. Il faut que chacun, en fonction de sa spécialité, soit impliqué, puis pour faire en sorte de donner un bon service aux citoyens, puis aussi, de façon un peu égoïste, faire en sorte que ces gens-là, la prochaine fois, parce qu'ils ne savaient pas où appeler quand on fait le 911, probablement qu'ils étaient démunis, ils n'ont pas de ressources, ils savaient... Fait qu'ils ont appelé le 911, mais si la fois d'après, ils savent qui appeler, quelles ressources, quel partenaire contacter, mais à ce moment-là, ça fait des appels en moins chez nous aussi, que les policiers peuvent maintenir une présence pour des surveillances ou répondre à d'autres appels. Est-ce que ça peut aider aussi d'avoir... Vous me parlez du duo policier-intervenant. Oui. Est-ce que ça peut aider à désamorcer la situation? Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, des jeunes qui sont en crise, puis ils voient arriver les policiers, puis là, en salé, avoir une personne qui est là pour faire l'intermédiaire, ça peut les aider? Vous avez tout à fait raison. C'est une formule qui est très gagnante pour désamorcer la situation. Puis pas tant les jeunes, peu importe la personne auprès de qui l'intervenant ou l'équipe ESIP va se présenter,
c'est Pas arriver facile. la police. C'est facile. Mais la police, là, les gens aujourd'hui, je pense qu'ils réalisent qu'on est là pour aider. Tu sais, puis la plupart du temps, les gens sont relativement contents de nous voir. Ils nous ont appelés, premièrement. Tu sais, puis c'est sûr, la personne en crise, elle est peut-être un petit peu moins contente de nous voir. Mais rapidement, les policiers mettent la table pour dire, regarde, on est là pour t'aider, pour essayer d'amener une forme de désescalade. Mais c'est clair que l'intervenant, quand lui arrive, là c'est une personne qui est neutre, c'est une personne qui est capable de créer des liens rapidement, puis qui est formé aussi. Hein? Il est formé pour pouvoir avoir une approche appropriée en fonction des constats qu'il fait, pour faire de la désescalade par rapport à cette personne-là. Fait que, dans le fond, oui, avoir quelqu'un avec nous qui a ces compétences-là facilite le travail. C'est indéniable. Puis ça amène une évaluation aussi qui est super pertinente. C'est fascinant de voir comment ce métier-là, qui est tellement important, tellement vieux aussi, mais qui réussit à évoluer avec la société. Hein. Il faut évoluer. Il faut répondre aux besoins de la société, puis il ne faut pas être dans des silos. Parce que, dans le fond, nous, on est des policiers de formation. On n'a pas cette formation-là en santé. On n'est pas en mesure de faire des diagnostics. Puis le référencement qu'on va... les gens méritent d'avoir aussi un bon service là, pour les orienter aux bons endroits. Puis on est là aussi pour leur offrir ça. À la maison, si vous avez peur ou si vous vivez une situation là, il y a une situation de crise, n'hésitez pas à appeler le 911. Vous allez avoir des policiers comme... M. Tremblay qui vont venir nous voir, là, qui vont être capables de résoudre la situation. Merci beaucoup d'avoir été là. Je rappelle, vous êtes sergent de division socio-communautaire à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Je vous invite à revenir là, pour si vous avez plus de résultats sur l'effet de votre projet pilote. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci. On reçoit maintenant Géraldine Duvernay, qui est agente de partenariat, engagement et communication chez Parcs Canada. Bonjour, Madame Duvernay. Oui, bonjour. La question qui me vient à l'esprit en débutant, est-ce que les gens ont beaucoup visité les parcs au Canada cet été en 2025? Écoutez, tous les chiffres ne sont pas encore sortis, mais oui, ils ont visité assurément beaucoup plus les parcs et les lieux historiques nationaux aussi de Parcs Canada. Parce qu'on avait dans l'idée, justement, avec les États-Unis, est-ce qu'on reste plus à la maison cette année? Donc, vous, de votre sentiment, là, vous avez constaté que oui. Là. Oui, tout à fait. On a des hausses, je vous dirais, actuellement, là, pour les mois de juin et juillet, qui sont sortis de 30 à 50 %. Là, je parle pour les lieux historiques, qui sont dans notre unité de gestion, dont le Fort Chambly. Le lieu historique national du Fort Chambly. Dont on va parler plus tard dans l'entrevue, là, ça c'est certain. Il y avait une initiative de Parcs Canada, justement, de rendre l'accès gratuit au parc. Ça se termine bientôt, par contre. Oui, tout à fait. L'initiation Un Canada fort, donc qui permettait l'entrée gratuite dans tous les lieux administrés par Parcs Canada, qui se termine le 2 septembre, donc le lundi de la fête du travail. Après, ça va falloir payer pour revoir la beauté naturelle qu'on a pu voir. Oui, le tarif régulier revient avec encore d'autres... ça fonctionne. Vous êtes ici, justement, là, c'est la rentrée scolaire qui va reprendre. Le site du Fort de Chambly, c'est un joyau de la région. Souvent, on le remarque, on sait il est où, mais on n'a pas été à l'intérieur. Comment on fait là, pour aller visiter le fort? Oui, puis ça, c'est quand même surprenant parce qu'on entend encore des gens nous dire « mais on peut le visiter, il y a quelque chose à l'intérieur, c'est le grand bâti. » Oui, c'est ça. Fait que c'est un lieu emblématique de la région, hein, vous le savez, le Fort national, le lieu historique national du Fort Chambly, au bord de la rivière Richelieu. Oui, on peut pénétrer les grands murs que l'on voit, le côté majestueux du fort. On peut visiter à l'intérieur, bien sûr, il y a des expositions. C'est un lieu historique national qui est interprété. Il y a une équipe de guides chevronnés de Parcs Canada qui donne des animations sur la Nouvelle-France, la seigneurie, la vie du soldat, des expositions. L'histoire de ce fort-là, ça remonte à quand? Oui, en fait, l'histoire du lieu historique de Fort Chambly, là, actuellement, il interprète les différents régiments français, mais il y avait un premier fort de bois dans les années 1665, oui, c'est ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est le fort de pierre, mais il y a eu, évidemment, différents forts de bois avant l'actuel fort Chambly, là. Donc, c'était un fort militaire, il y avait des régiments qui étaient à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu des batailles? Quelle a été son histoire de ce fort-là par la suite? Actuellement, on interprète plus, je vous dirais, les différents régiments français. Mais quand vous venez visiter le Fort Chambly, vous avez des animations sur l'histoire, là, depuis les premiers, même les nations autochtones qui étaient là, jusqu'au fort actuel. OK. C'est un lieu stratégique, j'imagine, à côté de la rivière. Tout à fait, oui. Donc, toutes ces informations-là seront disponibles. Vous donnez l'occasion
aux écoles de venir visiter. Comment ça fonctionne, ces visites-là? Oui, c'est ça. Alors, le volet scolaire, en fait, le volet éducatif à Parc Canada, puis là, je vais vraiment parler du Fort Chambly en général, puis de notre offre virtuelle par la suite. En fait, c'est une activité scolaire qui s'appelle Fort en histoire, qui est destinée aux primaires, donc deuxième cycle, quatrième année. Et c'est une activité qui soutient les professeurs là, dans l'apprentissage du domaine de l'univers social histoire, parce que souvent les lieux historiques nationaux sont mentionnés dans les manuels scolaires du Québec. Donc, le c'est professeur... une chose de le voir dans le livre. Oui, c'est ça. De... De venir dans le lieu ça, authentique là, ouais, pour voir l'activité. Donc, c'est des programmes scolaires qui sont offerts aux enseignants et aux parents aussi. Moi, on a beaucoup de les parents s'intéressent ouais, aussi? on a des parents qui font l'école à la maison. Donc, souvent, ils forment des petits groupes de parents entre eux, puis ils viennent faire l'activité éducative au Fort Chambly, puisqu'ils suivent aussi le programme du ministère. Ça dure combien de temps, ces visites-là, environ? C'est de 2 à 3 heures, avec un rallye aussi à l'extérieur par la suite. Donc, c'est vraiment une activité qui se fait, puis qui rejoint la Nouvelle-France, la seigneurie, la vie du soldat. Donc, ça soutient les enseignants, en fait, dans leur apprentissage de l'univers social. Quelle belle manière d'intéresser les gens à l'histoire. Tu sais, naturellement, il y a des gens qui sont plus enclins à s'intéresser à l'histoire, mais pour les autres, c'est plus difficile de rendre ça tangible. J'imagine que ça améliore l'accessibilité à... Oui, à la culture. Ouais. À la culture, au patrimoine, c'est super important. Hein? Puis donc, il y a les activités à l'intérieur du fort, qui sont très ludiques. Hein. C'est très participatif. Là, on s'assure qu'on a des équipes de guides qui font participer les élèves avec des travails d'équipe. Puis l'autre volet que je voulais mentionner aussi, au-delà du Fort Chambly, Parc Canada offre des ateliers virtuels gratuits. Donc, on a 2 partenaires de diffusion qui travaillent avec nous pour livrer à peu près une trentaine d'ateliers avec la thématique de l'univers social, de l'histoire, de la géographie, de la faune, de la flore, des changements climatiques. Donc, ça, c'est vraiment des guides de partout au pays de Parc Canada qui livrent ces ateliers-là. C'est 30 minutes, donc c'est des condensés avec 15 minutes de questions à la fin pour les élèves. Donc, un lien à suivre. Le professeur se branche, il est en direct avec le guide de Parc Canada en classe, puis il y a un bel échange qui se fait. Okay. Et ça permet de voir différentes thématiques à travers le pays, mais le professeur est en classe avec les enfants. Pour les professeurs qui nous écoutent, gratuit, accessible, rapide. Comment on fait pour s'inscrire? Oui, allez voir sur le site du Fort Chambly, l'onglet « Programmes scolaires ». Vous avez vraiment tous les détails de tous ces programmes-là. Je vous donne le site du Fort Chambly, mais ça va vous donner vraiment toute l'entièreté des programmes qui sont offerts pour ce volet virtuel. J'aurais aimé ça, moi, avoir une formation comme ça. Maintenant, c'est rendu fou. Avec la technologie, on peut se déplacer dans la classe instantanément. Ça, c'est pour l'offre scolaire. C'est super intéressant. Vous avez aussi des offres pour le grand public, notamment pour les cyclistes. Comment on peut profiter du fort quand on est cycliste dans la région? Oui, c'est ça, étonnamment. Cyclisme, Fort Chambly, c'est un petit peu étrange, mais en fait, c'est un beau forfait vélo, sport et patrimoine, un peu comme les forfaits vélo et vignoble. Bien là, on offre cette année un projet qui est destiné au club de vélo ou alors nos super aînés en forme qui veulent monter un groupe de minimum 10 cyclistes, 10 vélos. Le corps de garde, qui est à quelques pas du Fort Chambly, a été dédié exclusivement pour fermer puis pour sécuriser les vélos lors d'une pause. Alors, les groupes cyclistes ou les groupes de vélos font un itinéraire sur la rive sud et peuvent s'arrêter le temps d'une pause et d'une visite guidée avec un de nos guides, encore une fois, qui va parler de l'architecture du fort, la position stratégique, l'histoire, la vie militaire. Donc, c'est une pause durant leur itinéraire. Leurs bicyclettes sont sécurisées dans le local, donc c'est exclusif au groupe. Et puis, ils profitent justement là, d'une animation sur l'histoire et le patrimoine du lieu dans le cadre d'un itinéraire vélo. Donc, on mélange vraiment sport, vélo, plein air et culture. Ça intéressait autant aux plus jeunes qu'aux plus vieux. Puis il y a même une offre pour ceux qui sont plus gourmands. Oui, c'est ça, une offre pour ceux qui sont plus gourmands, qui aiment la gastronomie. On a le retour, évidemment, je fais un parallèle, on a le retour de la tarification qui revient à partir du 3 septembre. Par contre, on a une offre aussi qui s'appelle le pique-nique parfait. On a travaillé avec un partenaire traiteur, donc traiteur à l'art, à Chambly, pour des boîtes à lunch spéciales. Dans les boîtes à lunch spéciales, le visiteur va retrouver un coupon 2 pour 1 qui peut venir échanger au Fort Chambly. Et c'est un forfait, vraiment, encore une fois, la gastronomie et histoire. Alors, il peut venir visiter le fort avec ce rabais, mais profiter aussi de l'espace pique-nique. Il vient chercher une grande nappe à l'entrée du Fort Chambly et il s'installe sur le parc
pour le pique-nique et après la visite guidée. Profiter du fort, c'est un lieu culturel qu'on n'exploite pas à son plein potentiel, je pense. Si vous êtes professeur à la maison, là, allez sur parccanada.ca/Fort Chambly. Vous allez pouvoir vous inscrire pour une visite ou pour un atelier en ligne. Madame Duvernay, merci beaucoup d'avoir passé à l'émission. Je rappelle, vous êtes agente de partenariat, engagement et communication chez Parc Canada. Merci d'avoir ouvert les parcs durant l'été, d'avoir accueilli les gens là, pour faire bénéficier tout le monde de ces richesses-là. OK. Merci de l'opportunité. Puis, rappel, le lieu historique du Fort Chambly est encore ouvert jusqu'au 13 octobre. 13 octobre, dépêchez-vous. Oui, allez en ligne pour voir tous les détails. Merci bien. Merci. Nous sommes en studio aujourd'hui avec Mme Barbereau. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quel est votre métier et à quoi ça sert ce métier-là de nos jours? Alors, je suis médiatrice en communication non violente. Médiatrice, c'est vraiment dans des situations où deux personnes, en tout cas dans mon cas, c'est comme ça que je travaille, où deux personnes ont un lien, que ce soit un lien personnel dans le cadre de la famille par exemple, professionnel, un collègue, communautaire, un voisin ou un membre d'un même OBNL par exemple, qui vit finalement dans ce lien une situation qui est soit ouvertement conflictuelle et le lien est alors ou fragilisé ou rompu. Ça amène vraiment en arrière de ça du stress, de la contraction, toutes sortes d'émotions vraiment difficiles à vivre. Et donc moi, mon travail en tant que médiatrice en communication non violente, on peut aussi dire en communication consciente, ça se dit aussi, c'est d'aller vraiment d'accompagner ces deux personnes qui vivent ce lien fragilisé, de les accompagner dans un cadre sécuritaire, confidentiel, en toute impartialité bien entendu, c'est d'aller les accompagner à faire la lumière sur ce qui est important pour l'une et pour l'autre de vivre en lien avec ce qui se passe dans la relation. Donc c'est vraiment aller faire la clarté avec eux sur ce qui se vit. Pour ensuite, quand ça se déroule vraiment bien, disons, pour ensuite que les personnes finalement puissent reprendre le pouvoir de prendre des nouvelles décisions. Ça semble si facile lorsqu'il y a des tensions de dire on va régler la situation, mais ça peut être aussi un enjeu assez contraignant. C'est pas tout le monde qui a la capacité non plus d'arriver en médiation avec un esprit ouvert. Donc, vous gérez toutes sortes de situations. Comment vous faites pour garder la neutralité à travers tout ça? Alors, il y a une première chose qui est importante, c'est qu'avant d'entrer en médiation, évidemment, j'ai un rendez-vous, au moins un, avec chacune des parties. Ça me permet vraiment déjà d'aller mesurer ce qui se passe pour la personne qui est face à moi, d'avoir moi-même de la clarté. Ça permet d'éviter la confrontation aussi. On n'est pas juste lancé dans la pièce et voilà, on règle. Exactement. On a comme préparé la table. Donc ça permet. Et puis, à l'issue de ces préparations, c'est important aussi pour moi de savoir ce que la personne, quelle est son intention dans cette idée d'aller en médiation. C'est important pour moi d'aller chercher ça. Quelle est son intention? Ça amène beaucoup de clarté. Puis il y a un engagement par rapport à cette intention. Donc c'est quelque chose qui ensuite amène de la sécurité. Mais évidemment que pour rentrer en médiation, c'est important que les deux parties soient d'accord pour ça. Alors on s'entend, les deux parties ne vont pas arriver en se disant « chouette, tu vas en médiation ». Mais c'est important que vraiment elles expriment leur souhait d'y aller. Ce n'est pas un cadre juridique. Non. Donc, il n'y a pas de sanction si on ne réussit pas à s'entendre ou autre. Mais vous avez quand même un endroit bien établi où c'est propice à la résolution de problèmes. Oui, complètement. Là, moi, j'ai un bureau à Autobahn Park, sur Ozias-le-Duc. Et puis, c'est une autre professionnelle qui est sexologue et psychothérapeute qui me laisse à disposition son bureau quelques fois par semaine. Donc, c'est un bureau vraiment
calme, apaisant, dans une bâtisse aussi où il y a d'autres professionnels, on va dire un peu de la même sphère finalement. Donc oui, c'est un environnement propice. Vraiment. La même sphère, mais il ne faut pas confondre. Non. Vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas avocat, Pas du tout. médiation juridique, on entend parfois parler. Il y a différents types de médiation. Donc, comment vous faites pour aller rejoindre les citoyens ou que les citoyens vous rejoignent, aient le réflexe de vous contacter en cas de besoin? En fait, ça marche quand même énormément par le bouche à oreille parce que aujourd'hui, la communication non violente, on en entend de plus parler, on en entend parler de plus en plus, pardon, et en même temps, il y a encore bien des gens qui n'en ont jamais entendu parler, donc ça marche beaucoup par le bouche à oreille. Puis je pourrais prendre un exemple, par exemple, là, ces derniers jours, je me suis retrouvée dans un groupe de femmes que je ne connaissais pas. Et puis à un moment donné, on m'a dit « Qu'est-ce que tu fais, toi, comme métier dans la vie ?» J'ai parlé de la médiation et de la communication non violente. Et là, vraiment, ces personnes m'ont dit « Waouh, c'est vraiment intéressant. » Puis surtout, ça nous touche, ça fait du sens, ça nous rejoint dans ce que j'amenais. Donc c'est sûr que quand on en parle, il y a des oreilles qui s'ouvrent. Et c'est comme ça, petit à petit, que vraiment on se fait connaître. Plus que, c'est sûr qu'un médiateur judiciaire, ça va être assez clair, quel est son rôle. C'est sûr que dans mon cas, mais je veux dire, j'ai bien des collègues à Montréal et ailleurs qui pratiquent exactement comme moi. Mais dans un premier temps, oui, c'est pas tout à fait la même façon de se faire connaître. Donc, c'est aller voir des organismes, c'est aller rencontrer des collectivités, des mairies, etc. Aller rencontrer aussi éventuellement des personnes du corps médical. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels du corps médical qui sont un petit peu quand même parfois ceux qui reçoivent les confidences de leurs patients aussi. Donc ça aussi, j'en ai beaucoup rencontré parce qu'ils peuvent être un bon intermédiaire aussi. Et puis ils ont le temps parfois sur une séance d'aller capter ça. Dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, il y a un côté guérison aussi qui vient avec la médiation. Lorsque la tension diminue entre deux personnes, c'est tous des petits bien-être à l'intérieur qu'on va guérir en discutant non violemment, comme vous le dites. Ouais. Une belle façon que vous allez rejoindre d'ailleurs les citoyens prochainement, c'est avec votre conférence à venir. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Ben, en fait, c'est dans le cadre des matinées mère-enfant à Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est une conférence-atelier où il y a possibilité que 10 personnes s'inscrivent. Je n'ai pas regardé à date combien de personnes s'étaient inscrites. Donc, voilà, c'est aussi pour comment dire, vraiment diffuser la communication non violente, aller mettre de la clarté là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Et puis pour en revenir sur le point que vous nommiez tout de suite, à savoir que ça mène de la guérison, je pense que je n'utiliserai pas le terme de guérison, mais vraiment ce côté de clarté, parce que moi, dans mon rôle de médiatrice aussi, je vais vraiment aller mettre des mots sur ce que les deux médiants que j'ai face à moi vivent, ont comme émotion et ce qui se joue en arrière de ça. Donc, le fait d'aller vraiment toucher à cette spécificité de nous, les humains, ça amène quelque chose, ça amène beaucoup de clarté dans ce qu'on vit, dans ce que l'autre vit. Et cette clarté amène, oui, de l'apaisement, quelque chose de « Ah, je comprends ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'applique à différentes catégories d'âge, différents types de personnes. Donc, vous n'avez pas seulement des personnes âgées, vous n'avez pas seulement des travailleurs non plus. Des fois, ça peut être de différents métiers ou différentes professions. Comment vous faites pour vous adapter à une clientèle aussi vaste? Eh bien, on en revient toujours au fait que ce sont deux humains avec un fonctionnement qui est propre à l'humain. Donc finalement, peu importe le contexte, on en revient comme à cette base fondamentale qui fait que nous sommes tous avec un fonctionnement identique. Et si une personne en ce moment serait intéressée à apprendre davantage sur ce métier-là, ça serait quoi le conseil que vous lui donneriez? Est-ce que c'est vraiment la voie scolaire? Est-ce que c'est vraiment
plus en communication ou plus d'un autre type de palier d'études? En fait, ça dépend, je dirais, de ses aspirations. Si on est dans l'idée de vraiment un médiateur légal, ça va prendre des études pour aller chercher son diplôme de médiateur légal. Après, si on veut vraiment aller y ajouter cette notion plus fine, je dirais, dans notre fonctionnement de nous les humains, c'est sûr qu'il y a différentes façons de se former de façon complémentaire pour avoir les deux. C'est par rapport à ses propres aspirations aussi. Est-ce qu'on a envie d'aller voir, toucher à ça? Ce qui en même temps, dans le processus, quand on est dans le processus d'intégration de la CNV, ce qui en même temps permet aussi d'aller faire la clarté sur soi-même. Et puis ça, c'est important en tant que médiateur, d'avoir cette clarté sur soi-même aussi pour ne pas être déclenché par ce qui se passe devant nous, ou en tout cas en avoir conscience et se dire « Oh, ok, là, peut-être que je me le garde de côté, ça, c'est pas l'affaire du moment. Moi, je suis là pour les médias. » Donc, ça permet aussi d'aller affiner un peu son propre rôle. Oui, parce que c'est quand même un métier en tant que tel. On ne s'improvise pas médiateur non plus. Donc, de quelle façon les gens en terminant, ils pourraient vous rejoindre? C'est quoi le meilleur médium pour vous rejoindre? Ben, là, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai un numéro de téléphone professionnel. Je suis donc dans cette bâtisse au 621 Ozias-le-Duc à Otterburn Park. J'ai une page LinkedIn à mon nom, donc c'est Gwenaëlle Barbero. Puis la même chose sur Facebook, j'ai une page professionnelle. Voilà, dans un premier temps, parce que là, c'est assez récent que je me suis installée, donc j'y vais étape par étape, disons. Alors, on invite les gens à aller visiter vos différentes plateformes pour s'enquérir de plus d'informations possibles. Et je vous remercie pour cette entrevue aujourd'hui. C'est très apprécié que vous soyez venu à studio comme ça. Ben, merci beaucoup. Et puis, ne pas hésiter à m'appeler aussi pour avoir de plus en plus d'informations. Vraiment, c'est avec plaisir que je répondrai. C'est parfait, merci. Merci. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez bien apprécié. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Communiquez avec nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Régional.